Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au projet Sereine, à la méthode dont on va parler ce matin assez longuement, à la fois à travers quelques présentations assez techniques et puis à travers des tables rondes qui nous permettront de voir comment le déploiement de la méthode peut s'envisager. Alors c'est un sujet vaste, intéressant et on va dire attendu aussi, Philippe Estingois de l'AQC, parce que c'est vrai que les bâtiments fuient en France, comme dans beaucoup de pays européens, mais on a effectivement des petits problèmes thermiques, on voit que l'énergie augmente et on a besoin quand même d'avoir un retour sur les travaux qui sont effectués pour permettre une bonne performance des bâtiments. Alors c'est un sujet qui n'est pas nouveau, on se pose bien entendu la question depuis des années sur l'évaluation de la performance, mais c'est vrai que jusqu'à présent on a pris l'habitude de faire les travaux et puis on s'arrête là, hein. On livre le bâtiment, on n'est pas forcément avec une vision très précise de la performance des bâtiments. La méthode Sereine est là pour faire en sorte d'avoir des mesures à réception des bâtiments. Alors, bonjour à tous. Je ne partage pas complètement l'état de situation. Donc, quand on livre aujourd'hui, on a quand même une idée qui est loin d'être idiote de la performance théorique de ce qui a été fait. Donc, il y a des études, des calculs qui sont faits. Dès lors qu'il n'y a pas d'erreur dans les études, que la mise en œuvre s'est faite correctement comme prévu, donc, a priori, on imagine que la performance est là et cette imagination est probablement pas fausse. Il faut remettre les choses. Alors, par contre, on a besoin de voir si, dans un certain nombre de cas, il y a des calculs qui sont pas bien, qui sont pas tout à fait exacts. Et puis, il peut y avoir aussi des problèmes de mise en œuvre, des problèmes de matériaux, donc dont la performance n'est pas tout à fait celle qui était imaginée. Alors, en l'occurrence, sur ce projet, ce qui nous a été demandé, c'était répondre à une question qui est vraiment très très simple. Hein, c'est voir comment l'enveloppe d'un bâtiment donc permet de garder à l'intérieur du bâtiment les thermies du bâtiment quand il fait très froid à l'extérieur, donc qu'il n'y ait pas de transfert des thermies de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la question de base, et donc voir comment donc l'enveloppe assure une performance par rapport à ça. C'est pas plus compliqué que ça la question. Ce qui est compliqué, c'est la façon dont on apporte cette réponse. Donc, et ça a demandé un travail avec des scientifiques, donc plus de 40 scientifiques qui se sont mobilisés là-dessus depuis de nombreuses années pour effectivement avoir une réponse donc, sur la performance énergétique réelle. Et c'est une avancée considérable parce que nous allons pouvoir effectivement vérifier que donc, nos connaissances théoriques donc, sont effectivement celles qu'on a sur le terrain. Et si ce n'est pas tout à fait ça, ça va nous permettre de corriger ce qui se passe. Deuxième aspect donc, important, c'est que pour maintenir la température à l'intérieur de l'enveloppe, donc pour avoir effectivement une optimisation des apports de thermie pour compenser les thermies qui passent malgré tout donc de l'intérieur vers l'extérieur, donc on a des systèmes dont on a besoin aussi de s'assurer de la performance réelle, du rendement énergétique et de la performance réelle de ces systèmes. Et donc ça, c'est la deuxième approche donc, qui est faite. J'insiste tout particulièrement sur la difficulté qu'il y avait à faire ça. Donc c'est une question simple, mais un challenge extrêmement compliqué pour les scientifiques pour arriver donc, à l'objectif d'un mesurage performant à moins de 24 heures. Donc il y a quelques années, on n'était pas beaucoup à y croire, hein, donc c'était plus un leitmotiv qu'une certitude qu'on y arriverait. On y est arrivé, et donc ça c'est vraiment la première chose que je souhaite retenir, et puis je dis merci à tous ceux qui ont travaillé là-dessus, parce qu'ils ont fait un effort considérable, donc à la fois en termes de recherche scientifique, de recherche donc, de matérialité opérationnelle, et de recherche autour de donc, dispositifs opérationnels de calage des résultats. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne le voit pas toujours comme ça quand on n'est pas dans la profession, mais la maison est un système extrêmement complexe. Et c'est vrai que l'évaluation, si on veut faire une évaluation très exhaustive, ça appelle quand même énormément de compétences et on était jusqu'à présent plutôt sur des approches scientifiques. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer une méthode qui soit beaucoup plus simple de mise en œuvre et qu'on puisse déployer de manière peut-être pas systématique, mais enfin relativement généralisée sur le territoire. Qu'on puisse déployer facilement et à bon escient.
Voilà, donc je suis désolé, hein, c'est comme la température, puisqu'on est en température de refroidissement du canon du fusil, donc ça prend un certain temps, et c'est à réfléchir de façon à ce qu'on optimise donc, ce type de mesures, et que les résultats de ces mesures nous permettent collectivement de progresser, comme donc, la mesure de la performance donc, à l'air nous a permis de progresser donc, sur l'étanchéité à l'air des constructions. Et les scientifiques ont eu un très très gros travail, hein, donc c'était pas simple, hein. Il y a eu de la simulation mathématique, donc avec un nombre important, ce sera évoqué, donc de simulation. Il y a eu des tests donc sur des bâtiments expérimentaux. Il y a eu des tests sur des constructions réelles. Il y a eu des tests donc sur les modalités d'apport des thermies à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de recherche qui a été faite et collectivement, parlez bien dans le micro. Collectivement, on est arrivé donc à un résultat donc qui est une grande réussite au regard de ce qui existe donc ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Oui, parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mesurer finalement. Qu'est-ce qu'on abandonne aussi si jamais on veut réduire un peu les durées de mesure et on parlait de ce système complexe de l'habitat. On part finalement de 4 jours, hein, c'est ça, de travail, de mesure, et on essaye de le rapporter à une durée beaucoup plus courte. Alors on part pas tout à fait de 4 jours. On part d'abord de 21 jours. Donc, 21 jours, donc qui est la référence aujourd'hui donc au niveau européen. Donc les équipes qui ont travaillé sur Seren auparavant, donc ont travaillé sur un projet qui a permis de ramener ce temps de mesure à 4 jours. 4 jours, c'était pas satisfaisant, donc c'était donc un progrès déjà considérable, mais c'était pas satisfaisant donc pour permettre une réelle opérationnalité et donc une généralisation de la disponibilité de la mesure. Je pense qu'on n'est pas du tout sur une réflexion de systématisme de la mesure à chaque livraison. Mais il faut que la mesure soit disponible, et à 4 jours, c'était pas possible. Donc à 24 heures, ça commence à être effectivement possible, mais on a encore des progrès. Ce sera évoqué dans les propos de mes collègues. Alors, au cas où les personnes qui sont présentes à l'image ne soient pas titrées, Philippe Estingois, donc vous êtes directeur général de l'AQC, Stéphanie de Ruino, vous appartenez au CSTB, et puis Pierre Oberlé à Ines pour la partie système. Alors, Philippe Estingois, il y a donc 2 parties dans la méthode Seren. Il y a la partie qui concerne l'enveloppe et une partie qui concerne les systèmes, c'est-à-dire les équipements qui sont a priori à l'intérieur de la maison. Oui, donc c'est ce que j'ai expliqué donc tout à l'heure. Donc la partie enveloppe, ce que l'on a besoin de savoir, c'était sa capacité à retenir les thermies à l'intérieur de la construction. Voilà, c'est ça le sujet de l'enveloppe. Donc Stéphanie de Ruino va le préciser. Et puis le sujet donc système, c'est effectivement les rendements, donc la consommation énergétique au regard de la production de thermie. Et puis la réalité donc, de l'efficience de l'ensemble donc, du système. Et donc ça, Pierre Oberlé va pouvoir le présenter. Alors vous savez qu'il y a une très forte attente. Vous êtes sur un sujet où vous êtes très attendu, où finalement on se rend compte que les acteurs de terrain sont en demande. Alors c'est pour ça que je dressais un petit peu ce tableau qui était peut-être un peu noir au départ, mais c'est vrai qu'on a le meilleur en rénovation ou sur du neuf qui côtoie quand même un peu le pire aussi. Et on a une question tout de suite, et c'est pour ça que c'est attendu, une question immédiatement qui est combien coûtera la mesure Seren? Donc vous voyez, vous avez déjà potentiellement des clients, Philippe Estingois. C'est une question sympathique, hein, commencer par ça. C'est sympathique. Première question qu'on a. Alors, je reviens sur l'introduction. Le meilleur côtoie le pire. Non, le meilleur côtoie pas le pire. Il y a beaucoup plus de meilleurs que de pire, donc il y a une grosse partie du meilleur qui ne voit pas du pire. Donc on a tendance à mettre en exergue le pire. C'est pas ça ce qu'il y a de façon généralisée dans la construction aujourd'hui. Donc c'est faux de le dire. On a besoin de conforter donc le meilleur, et on a besoin de comprendre donc pourquoi. Donc certains ne font pas partie du meilleur, et je ne dirais pas forcément le pire. Voilà. Donc je suis désolé de refaire ça. Alors combien ça va coûter? Aujourd'hui, donc le coût est encore trop élevé, donc c'est pas une grande satisfaction, et donc on a un vrai décalage entre le coût que l'on estime de la mesure et le coût acceptable. Donc, on n'est pas dans un coût acceptable.
on n'a pas encore de chiffres précis, mais on n'est pas dans un coût acceptable. Pour autant, donc, j'insiste beaucoup sur le fait que pour les 3 prochaines années, nous avons besoin, donc, nous avons besoin d'avoir des expérimentations, donc des constructions sur lesquelles nous pourrons faire des expérimentations de la mesure. Et pour ceux donc, qui veulent bien donc, proposer leur construction pour l'expérimentation de la mesure, ce sera gratuit sur les 3 prochaines années. Donc il faut qu'ils nous consultent donc, sur le site de Profil, ils signalent leur construction et la mesure, les 2 dispositifs donc, seront réalisés gratuitement. Nous avons besoin donc, de collecter encore donc, beaucoup d'essais sur le terrain. Donc on envisage près de 250 expérimentations sur les 3 prochaines années. Donc ceux qui ont envie de faire tester leur construction après rénovation globale, donc qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Philippe Estingois, on va regarder, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec un peu plus de détails sur la partie enveloppe et la partie système, on va regarder une vidéo qui présente justement les grandes lignes du projet Seren et qui résume ces différents aspects qu'on a commencé à aborder ce matin. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments présente de grandes potentialités. Et c'est dans ce cadre que le programme Profil, financé par les certificats d'économie d'énergie, apporte sa part dans la recherche et la production d'économies d'énergie. Dans ce cadre, il est apparu essentiel pour inciter les particuliers et les professionnels gestionnaires de parcs de développer des outils qui permettent de justifier de la qualité des travaux réalisés. Et Seren est l'un de ces outils. Le calcul réglementaire caractérise la performance théorique d'un bâti aujourd'hui construit. Il est possible de caractériser les performances réelles en faisant des mesures une fois le bâtiment construit, durant son exploitation. Néanmoins, ces dernières sont fortement dépendantes des usagers, de la météo et d'autres facteurs. L'objectif du projet est de répondre à cet enjeu et de pouvoir caractériser la performance intrinsèque des bâtiments, bâtis et systèmes. Il a 2 objectifs principaux. D'une part, développer une méthodologie novatrice qui permette de caractériser la performance intrinsèque des bâtiments dans leur ensemble, enveloppe et système. D'autre part, de réaliser un prototype qui puisse permettre la mise en œuvre de cette méthodologie. Cette méthode consiste à chauffer un bâtiment, à mesurer la puissance de chauffage, l'ensoleillement reçu, les températures à l'extérieur, à l'intérieur du local et dans d'éventuels locaux adjacents, afin d'identifier un modèle simplifié du bâtiment. Et à partir de ce modèle, nous pouvons déduire un coefficient de perte thermique du local exprimé en watts par Kelvin. Pour arriver à cette méthode, nous avons travaillé suivant 3 axes. Le premier axe de ce travail a consisté en l'analyse de simulations numériques de bâtiments dont nous maîtrisions l'intégralité des paramètres pour éprouver la méthode. Nous avons ensuite déployé notre méthode et notre protocole sur des maisons expérimentales, telles que les maisons Inca, afin de robustifier la méthode, de l'évaluer au regard des différents climats, des différentes typologies constructives et des aléas de la mesure. Et enfin, nous avons éprouvé cette méthode au travers d'un déploiement opérationnel à l'aide d'opérateurs de mesure qui ont mis en œuvre notre méthode et son protocole sur des sites réels, des maisons occupées par des propriétaires en temps normal. Les maîtres d'ouvrage, particuliers et professionnels, ont besoin de savoir si l'objectif de la rénovation qu'ils ont financée a bien été atteint. Ils ont besoin d'objectiver la relation de confiance qu'ils ont avec les acteurs. Dès lors qu'ils connaîtront l'outil Seren, ils seront moins hésitants à se lancer dans les travaux et nous mettrons ainsi beaucoup d'espoir dans l'accélération des rénovations avec une massification qui participera à l'atteinte de nos objectifs nationaux d'économie d'énergie. De cette opération, on voit quels sont les partenaires de cette opération, Philippe Estingois. Un mot en fait, l'idée c'est bien de progresser en qualité et d'avoir une sorte de retour d'expérience grâce à ces mesures à réception. Tout à fait, hein, c'est dans la logique du leitmotiv d'action de l'AQC, c'est prendre les leçons donc, chez un certain nombre d'acteurs,
les partager pour progresser ensemble et avoir une amélioration collective de la qualité des constructions et de la performance de ces constructions. Parce qu'on se doute que plus on va mesurer à réception les bâtiments, plus on va réussir à définir là où il y a des problèmes fréquents, où il y a des améliorations possibles, ce genre de choses. Tout à fait, donc ça fait partie des objectifs. Et puis, Stéphanie va pouvoir en parler un petit peu plus dans le cadre de sa présentation. Exactement. Continuez de poser vos questions, puisqu'on a un fil de discussion dans le cadre de ce webinaire qui va nous rassembler jusqu'à 12h30, nous rassembler quand même un peu à distance. Enfin, on a ce fil de discussion qui nous lie. Stéphanie de Ruineau, on s'intéresse, vous êtes donc du CSTB, on s'intéresse déjà à l'enveloppe, puisqu'on l'a dit, Sereine, c'est deux parties, l'enveloppe et les systèmes énergétiques. On va voir d'ici quelques instants les systèmes énergétiques avec Pierre-Aubert Lédinès. On commence par l'enveloppe, qui est un grand sujet, effectivement, de la construction et de la rénovation. C'est un grand sujet et surtout cette enveloppe, elle est extrêmement importante, elle est primordiale en ce qui concerne les futures consommations et d'énergie du bâtiment. Les systèmes bien évidemment aussi, mais l'enveloppe, on sait tous qu'on doit réaliser un travail important effectivement pour que les déperditions thermiques soient les plus faibles possibles au final. Donc, on a effectivement élaboré dans le cadre du programme Sereine une méthode tout à fait innovante qui nous permet aujourd'hui de mesurer sur le terrain le niveau d'isolation thermique réel du bâtiment. Donc, on va avoir aujourd'hui un indicateur supplémentaire qui va nous permettre d'apprécier la performance réelle du bâtiment. Et cet indicateur, il vient compléter un indicateur qui est déjà mesuré sur le terrain, à savoir la perméabilité à l'air des bâtiments. Donc avec ces deux indicateurs-là, on va être capable de qualifier, d'un point de vue thermique, la performance de l'enveloppe dans sa globalité. Donc dans le cadre du programme Sereine, nous avons collectivement développé une solution pour pouvoir mesurer ce niveau d'isolation. Et cette solution aujourd'hui, donc nous la livrons aujourd'hui. C'est une mesure qui est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, qui vient compléter la mesure de perméabilité à l'air et qui va être mobilisable sur les maisons individuelles de manière un petit peu générique pour apprécier cet indicateur partiel de la performance énergétique du bâtiment. Donc de manière concrète, comment va se passer cette mesure ? D'abord, on va préparer le bâtiment. Alors, pour pouvoir réaliser cette mesure, il faut que le bâtiment soit inoccupé pendant la durée du test. Donc, pendant la durée du test, personne ne pénètre à l'intérieur du bâtiment. On va arrêter le système de ventilation. On va venir préparer le bâtiment comme pour un test d'étanchéité à l'air, c'est-à-dire qu'on va venir obtirer un certain nombre d'ouvertures. Et puis, on va baisser les volets afin de limiter les appeurs solaires à l'intérieur du logement. Donc voilà, on prépare notre bâtiment. Une fois que c'est fait, on va le mettre en chauffe. On va mettre en chauffe notre bâtiment et pas n'importe comment. On va utiliser un signal de chauffe spécifique qui a été optimisé, ça a fait l'objet d'un très très gros travail, optimisé justement pour réduire la durée d'immobilisation du bâtiment. Et puis, pendant la durée du test, on va installer des capteurs à l'intérieur et à l'extérieur du logement. Et ces capteurs vont nous permettre de mesurer des grandeurs qui vont être importantes pour la suite, des températures intérieures par exemple, la puissance de chauffe qu'on va injecter, et puis les conditions météorologiques que voit le bâtiment pendant la durée du test. Pour pouvoir opérer ça, on a développé un kit de mesure spécifique qui vous sera présenté un peu plus tard dans la matinée. Une fois qu'on va avoir terminé le test, donc on va avoir un jeu de données qui va avoir été mesuré pendant le test. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces données ? Eh bien, on va les utiliser pour, sur la base d'un processus assez sophistiqué, identifier le niveau d'isolation réel du bâtiment. Donc, sans rentrer trop dans les détails derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à trouver un modèle thermique qui va représenter le bâtiment pendant le test. Et donc, on a un processus automatique qui nous permet de trouver le bon modèle thermique qui va le représenter, et derrière, ça va nous permettre d'identifier le niveau d'isolation thermique. Tout ça, aujourd'hui, ça, encore une fois, fait l'objet d'un très, très gros travail pour que ce soit fait automatiquement. Donc, tout ça est automatisé, et donc, les données sont collectées, elles sont traitées, analysées, et elles permettent la génération automatique d'un rapport qui est homogène sur l'ensemble des opérations.
Ce qui est important aussi, c'est que en sortie d'analyse, on a, comme je vous disais, le niveau d'isolation sur la base d'un indicateur normé, mais aussi l'incertitude sur le résultat du test. Pourquoi c'est important ? Parce que cette incertitude, ça a fait l'objet d'un travail aussi extrêmement conséquent, parce que c'est ce qui nous a permis de fiabiliser la méthode. Obtenir et aller vers une méthode qui soit fiable, ça a été notre leitmotiv pendant ces 3 années. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permettra d'utiliser cette méthode de mesure en confiance pour tous les acteurs de la filière. Donc la fiabilité, ça a été notre point de départ. Et ensuite, sur cette base-là, nous avons travaillé l'équilibre entre 2 autres points, qui est la précision qu'on obtient de la mesure pour pouvoir l'interpréter et la durée de cette mesure. Concrètement, plus vous avez une mesure qui est longue, plus elle va être précise, mais plus elle va être longue et moins elle sera facilement déployable sur le terrain. Donc on a trouvé un équilibre satisfaisant justement entre ces 2 aspects-là. Enfin, pour pouvoir valider la gamme de solutions qu'on propose aujourd'hui, nous avons réalisé plus d'1 millier de simulations numériques pour définir le périmètre de validité de cette méthode, c'est-à-dire être en capacité de tester sur de nombreux climats, sur de nombreux différents types de bâtiments, sur tout le territoire français. On a fait des tests, ça vous a été présenté dans la vidéo, plus d'1 centaine de tests sur la plateforme INES, sur les maisons ACA, pour pouvoir tester cette fois-ci en environnement réel, mais contrôler la méthode. Et les maisons ACA, c'est des maisons prototypes, hein, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Et fortement instrumentées, sur lesquelles on pouvait aller beaucoup plus loin justement dans l'analyse, tester la reproductibilité des choses de ce type. Et dernier point, bien évidemment, on s'est largement confronté au terrain, puisqu'aujourd'hui, on a entre 30 et 40 maisons, de vraies maisons, hein, sur lesquelles nous avons déployé le test dans des conditions tout à fait réelles. Donc voilà, donc ça constitue une chaîne de montée en maturité extrêmement forte, qui encore une fois nous a très largement occupés ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, de manière extrêmement concrète, on est prêt pour livrer une gamme de mesures opérationnelles. Pourquoi est-ce que je parle de gamme de mesures ? Cette gamme de mesures, elle va être applicable sur les maisons individuelles, qu'elles soient neuves, qu'elles soient rénovées ou même des maisons existantes. On va avoir un protocole de mesure qui va être exactement le même pour toutes les maisons. Par contre, selon le niveau d'isolation de la maison prédéfini, on va dire, on va avoir une durée de test qui va être différente. Je m'explique. Pour une maison peu ou pas isolée, une passoire thermique par exemple, on va avoir une durée de test qui va être différente d'un bâtiment qu'on vient de rénover en isolation par l'intérieur, par exemple. Et donc, de manière un peu plus spécifique, cette durée de test va aussi être fonction de la période de l'année où on va réaliser le test. Grosso modo, plus il fait froid à l'extérieur, plus c'est favorable pour le test, parce qu'on va avoir une grosse différence de température entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Comme on cherche à qualifier finalement le pouvoir isolant du bâtiment, on est dans des conditions extrêmement favorables pour le faire. Donc en hiver, on est capable de travailler sur des durées beaucoup plus courtes. Et donc la gamme aujourd'hui se présente comment ? Si vous voulez travailler sur une mesure avant travaux, une passoire thermique par exemple, vous pourrez faire une mesure en 12 heures et ça à peu près toute l'année. Si vous travaillez maintenant sur un bâtiment neuf ou rénové sur lequel vous avez fait une isolation par l'intérieur sur vos parois verticales, là, en plein hiver, 24 heures de test requis, le reste de l'année, 48 heures. Et enfin, pour des isolations par l'extérieur, où là, les dynamiques sont un peu plus lentes d'un point de vue thermique, eh bien, il faudra 48 heures en hiver pour pouvoir réaliser le test, 72 heures le reste de l'année. Voilà aujourd'hui la gamme qu'on vous propose et qui peut être utilisée sur le terrain. Et c'est vrai que vous répétez, et vous avez raison de le dire, que c'est beaucoup de travail. Là, vous en faites un résumé en quelques minutes. Mais effectivement, pour tous ces protocoles, derrière, il y a la simulation. Il y a des études, vous l'avez dit, sur de très nombreux cas pour pouvoir distinguer ce qui sera le plus pertinent dans cette méthode. Alors ça, c'est la partie enveloppe. Et il y a la partie donc équipement de l'habitat. Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie ? Ouais, sur la partie enveloppe, peut-être vous montrer un petit peu de manière concrète en fait, les résultats qu'on obtient.
Sur un exemple, là je vous propose l'exemple d'une maison qui a été rénovée dans la région de Nantes. On parle d'une rénovation avec un niveau ambitieux, en l'occurrence une labellisation BBCF Énergie Rénovation. Sur cette maison, vous voyez que là, on a fait une mesure après travaux. Ça nous donne brutalement un coefficient qu'on appelle le coefficient HTR, qui est un coefficient de transfert thermique par transmission, et qui ici vaut 118 plus ou moins 31 watts par Kelvin. Bon, ça parle beaucoup aux spécialistes. Encore une fois, cet indicateur a le mérite d'être normé, mais on peut, au travers du rapport notamment, obtenir une information qui va être beaucoup plus explicite, qui est de transformer cet indicateur en l'indicateur UBAT. UBAT était un indicateur du niveau d'isolation thermique utilisé dans la RT 2005 et qui a été repris dans le cadre de la refonte du DPE qui a été mis en œuvre le 1er juillet dernier. Donc, nous avons repris aussi cette échelle qui est proposée de représentation du UBAT dans le DPE. Et aujourd'hui, dans le rapport, on positionne le résultat sur cette échelle de DPE. Vous voyez qu'après travaux, on a un résultat qui, on peut le qualifier avec une probabilité de 100% d'être dans la catégorie très bon. Et sur cette maison, on avait aussi fait une mesure avant travaux. Donc, on est aussi capable de qualifier, encore une fois, sur cette échelle, le gain en termes d'isolation thermique qui a été obtenu au travers de la rénovation. Donc, vous voyez qu'ici, moins 70% de déperdition au travers des travaux réalisés. Enfin, lorsqu'on a un calcul qui a été réalisé pendant la phase de conception, c'est toujours le cas dans le neuf, c'est parfois le cas en rénovation. Sur un cas BBC rénovation, c'est typiquement ce qui a été fait. On a fait un calcul pour prévoir les performances après travaux. Eh bien, on peut confronter ce calcul à la mesure sur le terrain, une fois qu'on a terminé les travaux. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche sur l'écran. Maintenant, pour pouvoir rendre cet indicateur, encore une fois, un peu plus explicite, on a travaillé à l'élaboration d'un indicateur sous la forme d'un feu tricolore qui va, de manière assez simple, traduire le fait, si vous êtes vert, que vous avez une probabilité extrêmement forte en fait, d'être à la cible attendue au départ, et une couleur rouge qui traduira le fait que, a priori, vous êtes très très loin de la cible. De manière concrète, sur 3 exemples, voici ce que ça donne. Donc, vous voyez à gauche une maison neuve sur laquelle on a réalisé des mesures et on voit au travers de l'indicateur vert que là, on est complètement en phase avec ce qu'avait prévu le calcul de conception. Au milieu, vous avez une maison sur laquelle l'indicateur est orange. Donc là, on commence effectivement à identifier qu'on a un écart qui commence à être significatif par rapport à ce qu'on avait prévu. Sur cette maison-là, on a pu faire quelques investigations complémentaires et on s'est rendu compte que d'abord, il y avait le calcul dans lequel il y avait eu des erreurs qui avaient été réalisées, des ponts thermiques qui avaient été oubliés notamment, que sur les produits qui avaient été mis en œuvre, les isolants en particulier, les performances de ces isolants n'étaient pas tout à fait celles des produits qu'on avait prévu d'installer. Et donc ça explique à peu près 60% d'écart qu'on a constaté. Et enfin, vous avez un dernier cas en rouge, où là, on est très loin de la cible, où là, encore une fois, on a fait quelques investigations complémentaires. Et là, ce sont des problèmes de mise en œuvre majoritairement qui ont été identifiés. Donc, des défauts d'isolation, mauvaise mise en œuvre sur les ponts thermiques, des problèmes de pose, etc. Et donc, au travers de ces 2 derniers exemples, vous avez d'illustrer les 3 grands postes qui peuvent expliquer des écarts entre le calcul et la mesure, à savoir des erreurs sur le calcul, la non-conformité sur les produits qu'on installe ou des problématiques de mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut effectivement éclairer, avoir l'information de voilà, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que la performance n'est pas au rendez-vous. Donc, on a des questions sur ces indicateurs. Il y en aura d'autres, de questions que je vais conserver d'ailleurs pour la transition entre cette première partie, la première table ronde, Philippe Estingois, mais j'en pose déjà quelques-unes pour vous, Stéphanie de Ruino. Quelles normes pour l'indicateur ? Qu'est-ce qu'on... Alors, on a un jeu de normes européennes, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de la mention de ces normes-là, mais on a un jeu de normes européennes qui existe, qui permettent de spécifier effectivement et de définir le coefficient de déperdition thermique que l'on quantifie. Et donc, c'est bien là-dessus que l'on se base, en particulier l'indicateur HTR, pour
réalisé. Il s'agit du coefficient de déperdition thermique pour les spécialistes par les parois opaques. Voilà. On parlait tout à l'heure de DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Oui, et ça, je pense que toutes les personnes qui nous suivent ou quasiment le savent. Je le précise au cas où on soit suivi dans le cadre de ce webinaire par des personnes qui sont un peu moins versées sur ces questions. Deuxième question avant de passer à la partie système. Pouvez-vous donner des informations concernant l'incertitude, concernant les valeurs, Stéphanie de Ruino? Alors, avant de parler de valeurs, il faut savoir que on est dans un process où la qualification même de l'incertitude était un sujet scientifique extrêmement pointu. Extrêmement pointu, ouais, avec des modélisations mathématiques, etc. Exactement. Et quand je dis extrêmement pointu, c'est qu'il n'existait pas de référentiel au niveau international pour être en capacité de proprement le définir. C'est vraiment là des travaux de recherche qui trouvent aujourd'hui leur expression. Et ça a même fait l'objet de concertations assez larges au niveau scientifique en France sur ces sujets-là. Et puis, quand je dis en France, c'est en Europe en réalité. Sur ces sujets-là, parce qu'il a fallu que justement on pose un cadre pour spécifier justement cette incertitude et une méthodologie pour être en capacité effectivement de l'apprécier et encore une fois de produire une méthode qui soit fiable sur le terrain. Donc ça a été vraiment un très très gros travail. Aujourd'hui, dans la gamme de méthodes que l'on propose pour les durées d'immobilisation, on sait qu'on va avoir une incertitude sur le résultat qui va être quelque part entre plus ou moins 20-30%. Ce qui est déjà énorme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des tests en laboratoire sur une paroi, juste sur une paroi, sur un morceau de bâtiment, une incertitude de plus ou moins 10%, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Vous imaginez sur le terrain, où on subit complètement les conditions climatiques, c'est absolument extraordinaire, entre guillemets, d'être en capacité justement d'avoir ces niveaux d'incertitude. Et encore une fois, cette maîtrise-là, elle a fait l'objet d'un travail conséquent. On peut parfois, sur le terrain, descendre à 15% d'incertitude. Ça se présente dans des conditions, encore une fois, très favorables, comme je disais tout à l'heure, en plein hiver, avec des conditions de température très basses. C'est tout à fait possible. Mais la moyenne est plutôt autour de ce que je viens de dire. Très bien, merci d'avoir répondu comme ça immédiatement à ces questions au pied levé. On en vient à la question des équipements de la maison, où je m'étais précipité un peu rapidement tout à l'heure pour vous donner la parole, Pierre Oberlé, mais il faut dire que le sujet est intéressant. Il y a évidemment la question de l'enveloppe. On parlait de retour d'expérience et de progrès de la profession. Philippe Estingois, en section d'enveloppe, en France, on a quand même beaucoup progressé ces dernières années. Sur la partie équipement. Oui, donc peut-être pour rebondir sur ce que disait Stéphanie de Ruino, la démarche donc Soren couvre à la fois l'enveloppe et les systèmes. La priorité est toujours à donner à l'enveloppe. L'idée première est de réduire les consommations liées au bâti. Donc les systèmes interviennent dans un second temps quand on a réussi vraiment à atteindre un niveau de performance très satisfaisant sur l'enveloppe et viennent compléter ces besoins. Donc on tend à avoir de moins en moins besoin des systèmes, c'est ce qu'on souhaite. Malgré tout, bon, il y a encore évidemment beaucoup d'existants et puis même dans les bâtiments à venir, encore des systèmes qui seront en présence. Et donc l'objectif de ce qu'on déploie dans le cadre de Soren, c'est d'objectiver la performance énergétique des systèmes qui ont été en présence et donc éventuellement de détecter des défauts qui auraient pu survenir en conception, en mise en œuvre ou en réglage et de proposer des corrections pour qu'on atteigne les performances qui étaient attendues. Très bien. Alors, on rentre un peu dans le détail de la méthode Soren, justement, sur cette partie. Absolument. Alors, la tâche qui m'incombe est difficile. On nous donne 10 minutes pour résumer plusieurs années de labeur, donc on va tâcher d'être le plus explicite possible. Et en plus, on va vous sanctionner si vous faites plus de 10 minutes. Alors, ça, je tiens à vous aussi à le préciser. Donc, peut-être pour recontextualiser sur les grandes ambitions, c'est pas anodin. Donc en termes d'objectifs, la première étape, évidemment, c'est le sujet de notre webinaire, c'est d'évaluer la performance énergétique. Donc je le disais, cette évaluation dans le cadre des systèmes énergétiques, elle commence par identifier les défauts en présence. Mais ça ne suffit pas, on veut une méthode opérationnelle, il ne s'agit pas de faire une liste pléthorique qui soit inexploitable professionnellement parlant. Donc il s'agit ensuite d'établir une vision synthétique des défauts qu'on va évaluer. Donc ça c'est le premier sujet, évidemment, évaluer la performance.
Mais l'ambition de Seren, c'est aussi plus largement d'accompagner la qualité. Donc, ce faisant, la méthode et l'outil qu'on déploie, ils contribuent à l'amélioration de la qualité au travers de plusieurs volets. Dans un premier temps, au travers de l'outil, on va centraliser des informations qui caractérisent nos installations. Donc, sous la forme d'un dossier des ouvrages exécutés dans cette démarche-là, on va collecter toutes les informations qui nous permettent de caractériser. Sur du neuf, normalement, c'est un travail qui est fait, donc c'est anecdotique. Sur de la rénovation, c'est beaucoup moins anecdotique que ça peut y paraître. Donc il y a cette première contribution-là. Ensuite, au travers de l'outil qu'on fournit, on a fait un travail de compilation, jamais tout à fait exhaustif, mais qui voulait être exhaustif, des bonnes pratiques en la matière, donc des règles de l'art professionnelles sur les différentes technologies en présence. Donc il existe tout un lot de contributions sous la forme de différents documents plus ou moins réglementaires. On a essayé de synthétiser, de compiler de ces informations en un seul outil qui soit opérationnel, qui puisse être en main par les professionnels. Et puis la dernière contribution, de la même manière qu'on va le faire pour l'enveloppe, sur les systèmes, les évaluations qu'on mène ont vocation à alimenter un retour d'expérience. Pour mieux caractériser nos configurations, Philippe Estingot l'évoquait auparavant, on a besoin d'un retour sur les qualités et les non-qualités qu'on rencontre, et donc au travers de ces évaluations, on va alimenter cette connaissance nationale. Donc voilà pour les objectifs généraux, et donc la méthode et l'outil qu'on propose permettent de déployer ces objectifs. En termes de couverture, de portée de la solution que l'on propose, donc par système énergétique, on entend les 5 usages, chauffage, ECS, ventilation, rafraîchissement, éclairage. On s'adresse aujourd'hui aux maisons individuelles avec l'ambition dans la suite de tendre, on a déjà mis un pied dans le collectif et on a bien évidemment vocation à déployer ça plus largement au collectif. Et puis donc on peut indifféremment considérer le neuf et la rénovation. Il n'y a pas de point bloquant particulièrement, si ce n'est la collecte des informations préalables pour mener ces diagnostics. Le fondement de la solution système qu'on propose est une évaluation qualitative et non quantitative comme on le fait sur l'enveloppe au travers d'une mesure des installations. Très brièvement, l'idée c'est que de par la diversité des configurations d'une part et des technologies d'autre part, et de par la complexité du fonctionnement de ces machines, on est à peu près certain qu'on est incapable en quelques heures de livrer une évaluation quantitative précise de la performance de nos systèmes. Donc au regard de la mesure enveloppe, qui elle est vraiment une mesure à part entière et qui permet au travers en quelques heures d'objectiver, de mesurer, l'approche système est un peu différente. Du fait de l'opérationnalité qu'on a souhaité, on est sur une évaluation qualitative. Donc concrètement, cette évaluation qualitative, elle consiste en 2 temps, d'abord documentaire, ensuite sur site, j'y reviendrai, à mener des vérifications. Ces vérifications, elles sont majoritairement visuelles et elles sont également au travers d'appareils de mesure plus ou moins complexes, plus ou moins spécifiques en fonction des points de vérification. Donc typiquement, ça peut être, si on parle de ventilation, évaluer l'état d'une bouche d'extraction sur un système de ventilation simple flux, évaluer la pertinence du réglage d'un régulateur de chauffage ou de production d'ECS par exemple. Donc là, c'est typiquement dans le cas présenté, il n'y avait pas de défaut, c'est sur un site où on a mené une expérimentation. Ça peut être évaluer la continuité ou l'épaisseur du calorifuge. Donc là, typiquement, on voit sur la photo des canalisations qui sont non calorifugées, donc c'est évidemment une source de perte énergétique et donc un défaut. On peut avoir des mesures de pression, toujours sur les systèmes de ventilation. On peut avoir des vérifications en termes de présence de composants hydrauliques. Donc là, par exemple, la présence de purgeurs sur les points hauts de nos boucles de plancher chauffant. Si les composants sont absents, ça risque de conduire à court ou à moyen terme des dégradations dans l'installation et donc des dysfonctionnements. Et on peut, par exemple, vérifier aussi la présence de composants de type une sonde extérieure qui là est placée sur une unité extérieure de pompe à chaleur qui risque de perturber sa perception de la température effective à laquelle est soumise le bâtiment et donc perturber la régulation. Donc ça, on considère que c'est aussi un défaut. Donc voilà un petit aperçu des vérifications, du type de vérification qu'on peut mener. Donc on a à la fois des vérifications visuelles où il s'agit de contrôler la présence d'un équipement, d'un composant, et puis des vérifications qui se procèdent par mesure, typiquement avec la photo de droite où on a un manomètre qui vient mesurer une pression au niveau d'une bouche. Donc on va procéder à un lot de vérification, une fois de plus, au travers de documents et puis sur site. Ces vérifications, elles vont nous permettre de potentiellement lever des défauts s'il y en a. Cette évaluation, elle va faire appel à la compétence d'opérateurs qui ont été préalablement formés, donc qui sont capables au regard d'une vérification menée d'évaluer si défaut il y a ou non.
Et puis il y a aussi une volonté, évidemment, au travers de l'outil qu'on propose, d'automatiser pour enlever au maximum la subjectivité liée à l'auditeur. Donc tout ce qui est automatisable en termes de vérification, si on est capable, au regard d'une réponse, d'arbitrer si c'est correct ou si c'est un défaut, et ben on le fait. Donc il y a ces deux pendants en termes d'évaluation des défauts. Sachant qu'une vérification peut conduire à un ou plusieurs défauts. Par exemple, s'il s'agit de vérifier le débit d'une boucle hydraulique, on peut avoir à la fois un sous-débit ou un surdébit, et ce surdébit ou ce sous-débit n'auront pas les mêmes implications sur la dégradation des performances, donc il s'agit de les caractériser. Cette évaluation qualitative, une fois qu'on a évalué les défauts, qu'on a identifié les défauts, il s'agit de les évaluer. Donc cette évaluation et ensuite la synthèse pour apporter une vision globale de nos installations, elle se fait aussi de manière automatique. Donc il s'agit concrètement, tout le travail qu'on a mené pendant toutes ces années, c'était d'arriver à caractériser tous les défauts susceptibles d'être rencontrés en fonction de toutes les typologies et de toutes les technologies en présence, et de caractériser donc ces défauts au travers de différents liens, et ensuite identifier quelles étaient les vérifications à mettre en œuvre pour détecter ces défauts. Donc typiquement, on peut avoir comme vérification une vérification de consigne de température de CS. Donc il s'agit ensuite d'expliquer comment automatiquement on va évaluer cette consigne. Donc est-ce que, dans notre exemple, est-ce que la température est inférieure à 45, supérieure à 55 ou entre les deux par exemple. Et ensuite on va décrire les défauts qui sont détectables si ces évaluations sont rencontrées. Donc par exemple une température de consigne trop faible ou trop forte. On va caractériser ces défauts en termes d'impact. Donc est-ce qu'il s'agit d'une surconsommation d'énergie, est-ce qu'il s'agit de la production d'un inconfort, d'une insatisfaction du besoin, d'une pollution excessive. On va indiquer comment corriger ces défauts, donc on fait déjà un pas dans la promotion de la qualité, on n'est pas simplement à lever des défauts, mais on indique déjà des pistes pour améliorer. Donc là, typiquement, il s'agirait de diminuer ou d'augmenter la température à une valeur par exemple de 50 degrés. On va caractériser aussi dans tout le travail qu'on a mené les défauts en termes de fréquence d'apparition. Donc au regard de la sinistralité qu'on a déjà et puis de celle qu'on va continuer à implémenter avec les évaluations qu'on va mener, on a pris une approche qualitative d'une apparition fréquente, très fréquente, peu fréquente ou moyennement fréquente. Et donc en fonction de la sinistralité qu'on a, on est capable d'indiquer à l'opérateur si telle vérification mérite d'être menée en priorité au regard d'une autre, parce qu'on sait que statistiquement elle survient très fréquemment sur les opérations. Et au regard en parallèle de la fréquence d'apparition, on a également dû caractériser la gravité à court terme et à long terme des défauts. Donc il peut y avoir une évolution temporelle du défaut dans le temps. Donc on a aussi pris le parti d'une évaluation qualitative et non quantitative, parce que le même défaut sur deux configurations différentes peuvent conduire à des résultats différents. Donc là on est sur une approche de faible, forte ou très forte dégradation de la performance. Et donc tout ce travail a dû être mené, il faut se représenter sur l'intégralité des technologies et des configurations en présence, pour être synthétisé ensuite dans un outil qui permet une évaluation automatique pour l'opérateur. Donc concrètement, ce déploiement qui a vocation une fois de plus à être opérationnel, il se fait au travers d'un outil qui est une application mobile. Cette application mobile, qui en soi n'a rien de très novateur, sa vraie plus-value, c'est de synthétiser la très grande complétude des informations qu'on a présentées, de les synthétiser en un seul outil qui soit très pratique, et cet outil, il accompagne l'opérateur sur site, donc en simplement déclarant la configuration qu'il rencontre, on va venir piocher que les vérifications qui le concernent. Et donc au lieu de se retrouver avec plein de documents à compiler et à devoir regarder pour savoir quelle vérification il doit mener, là il n'a les vérifications à procéder qu'en regard de la configuration qui est effectivement la sienne. Donc la façon dont se déroule une évaluation est la suivante. Donc l'opérateur va s'identifier sur son compte utilisateur avec l'application pour retrouver ses audits sur n'importe quel support. Il va créer l'opération, et donc dans cette création d'opération, il y a une phase de paramétrage qui est importante, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on va déclarer les systèmes en présence en termes de technologie de configuration, donc préciser si on a une chaudière biomasse, si on a une chaudière gaz ou une VMC simple flux, si VMC simple flux, est-ce que c'est une hygro A, une hygro B, une autoréglable, etc. Ce qui va nous permettre de zoomer, de filtrer et de ne présenter à l'opérateur que les vérifications qui sont pertinentes dans le cadre de sa configuration. On va également inciter vivement l'opérateur à importer des documents pour caractériser l'installation. Donc d'une part pour centraliser ces informations et promouvoir la pérennité de ces informations dans le temps, et d'autre part pour pouvoir déjà évaluer à la phase de conception au regard des documents en présence ce qui a été fait sur l'installation. Une fois que cette phase de préparation est menée, on va pouvoir procéder à l'évaluation. Donc cette évaluation, elle a lieu en deux temps. Dans un premier temps, une évaluation documentaire, donc sur la base des documents collectés,
au bureau, on va analyser les informations qui sont disponibles et on va commencer à les évaluer. Donc ça nous permet d'avoir une première évaluation de la pertinence de la conception et de détecter éventuellement un loup à cette étape-là. Et ça nous permet aussi de préparer l'étape qui va se dérouler ensuite sur site. En s'étant approprié l'installation, on pourra aller de manière plus opérationnelle, plus rapide sur site. Donc une fois cette phase d'analyse documentaire menée, on va pouvoir aller sur site et reprocéder à un certain nombre de vérifications visuelles et au travers de mesures. Une fois qu'on juge que les audits sont satisfaisants, on va pouvoir produire le résultat. Donc le résultat, il est généré automatiquement au travers de l'outil. Donc on a un rapport automatique qui est généré, qui contient l'intégralité des informations saisies, plus l'intégralité des évaluations automatiques qui sont menées au regard de ces saisies. Ce rapport, il est éditable, il peut être produit à tout moment et il est éditable s'il y a besoin de faire des compléments, même s'il est déjà très complet. Et donc ce rapport, il peut être ensuite livré au commanditaire de l'opération. Et il est également versé, moyennant un filtre d'anonymisation où on enlève les caractéristiques précises de l'audit, à une plateforme de données ouverte qui a vocation à se pérenniser dans la suite de ce projet, qui va nous permettre d'améliorer la connaissance de la sinistralité sur les installations de systèmes énergétiques. Ce rapport automatique, concrètement, qu'est-ce qu'il contient comme information? Donc, dans un premier temps, on a un récapitulatif évidemment de l'opération avec des informations administratives, c'est trivial, et avec des informations techniques qui sont déjà un peu moins triviales, en particulier sur de la rénovation. On a une première compilation des technologies en présence, ce qui n'est pas toujours aussi trivial que ça peut y paraître. Ensuite, en préalable des résultats, on présente un indicateur qui indique la représentativité des résultats qu'on va annoncer. Donc cet indicateur qu'on a appelé taux de complétude, il veut bien dire ce que son nom indique. Il va donner un aperçu de combien les évaluations que j'ai menées sont représentatives de la réalité de la performance de mon installation. Donc il recouvre à la fois le nombre de vérifications qui a été menées, évidemment, mais la difficulté est que d'une vérification à l'autre, c'est-à-dire d'un défaut potentiel à l'autre, les gravités ne sont pas les mêmes. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre une vision purement statistique d'un nombre de vérifications, mais il faut aussi intégrer la gravité des défauts potentiels liés à ces vérifications. Donc c'est une moulinette à la fois en nombre et en gravité de vérifications auxquelles on mène. Et donc on a abouti à un résultat qui se présente, un pré-résultat en quelque sorte, qui se présente sous la forme suivante, d'un camembert, où on retrouve en bleu les vérifications qui ont été réalisées et en gris celles qui n'ont pas été réalisées, avec 3 niveaux de couleurs qui représentent la priorité accordée à la vérification. Donc si c'est une vérification qui peut conduire à la détection d'un défaut très grave, on estime qu'elle est très prioritaire et donc qu'elle doit être menée. Donc là, par exemple, sur l'indicateur qu'on visualise, on a un taux global de complétude de notre audit de 76%, donc on a fait les 3/4 des vérifications, et on constate que dans les vérifications qui n'ont pas été menées, en gris foncé, on a une part en fait majoritaire de vérifications qui reste importante au regard des considérations énergétiques, et donc il faudrait peut-être songer dans le cadre de cet audit à mener ces vérifications avant de livrer le résultat. On fournit cette information à l'échelle globale de l'audit pour les 2 audits documentaires sur site, et puis on le distingue, on le discrimine par usage et par système pour avoir une lecture complémentaire. Donc au-delà de la lecture globale de cet audit, là où on a 76%, sur le même audit, on a un distinguo pour les différentes technologies en présence et pour les différents usages en présence. Et là, la lecture est un peu différente. On se rend par exemple compte que pour la pompe à chaleur et la VMC en présence, finalement, le très gros des vérifications ont été réalisées et que toutes les vérifications importantes ont été réalisées quasiment. Et que finalement, ce qui pêche dans l'audit, en l'occurrence ici, c'est de l'éclairage extérieur. Et ensuite, avec un œil d'expert, on peut pondérer en disant finalement cet éclairage extérieur représente peu du bilan énergétique de notre opération au regard de la pompe à chaleur qui fait l'eau chaude, l'eau chauffage et de la ventilation. Et donc finalement, le résultat rendu, il est très satisfaisant. Et donc l'évaluation globale de la performance énergétique des systèmes de mon bâtiment est très satisfaisante. Donc ça, c'est en amont des résultats qu'on rend. Et donc maintenant, concrètement, les résultats. Ces résultats ils vont se présenter à 2 niveaux. Dans un premier temps, une lecture synthétique des défauts en présence, donc un peu sous la forme d'un contrôle technique automobile. On va lister les défauts critiques, les défauts majeurs et les défauts mineurs. Donc par critique, on entend une installation qui va être hors service à court ou à long terme. Donc, le mot est bien posé. Par défaut majeur, on entend une dégradation moyenne à forte à court terme ou à long terme de la performance énergétique, donc il faut faire quelque chose. Et par défaut mineur, on entend une dégradation qu'on qualifie de faible, donc c'est pas anodin, il se passe quelque chose, mais c'est pas le défaut prioritairement à traiter. En complément de cette lecture assez synthétique de quels sont les défauts en présence qu'il va falloir que je résolve, on a ensuite un détail de l'intégralité des vérifications qu'on a menées, donc à la fois qualité et défaut, indifféremment. On retrouve toutes les informations relatives au système qui ont été saisies et aux différentes parties.
avec les valeurs de référence qui font foi dans les bonnes pratiques, les valeurs qu'on a relevées pendant l'audit documentaire et l'audit sur site. Si défaut il y a, on le caractérise finement en disant quelle est la nature du défaut, une consigne par exemple trop faible, quelle est la gravité, quel est l'impact sur mon installation, à court terme, à long terme, est-ce que ça dégrade beaucoup ou pas beaucoup la performance, et en quoi ça la dégrade, est-ce que c'est une surconsommation d'énergie, est-ce que c'est un inconfort, est-ce que c'est une insatisfaction du besoin. Et on indique aussi également la correction à mener, donc comment on peut résoudre ce défaut et pas s'arrêter là. Et puis, pendant l'audit, on aura pu procéder à des vérifications et qu'on aura complété par des photographies et des commentaires. Donc tout ça est versé de manière automatique dans le rapport pour compléter, avoir une vision très exhaustive des installations qu'on a menées. Et voilà les partenaires, dont INES, Institut national de l'énergie solaire, que vous représentez. Évidemment, Pierre Oberlé, merci de nous avoir présenté ça. Alors, on voit que vous l'avez dit assez rapidement parce que c'est extrêmement vaste et il y a notamment cette application effectivement qui va sûrement ravir les utilisateurs. Beaucoup de travail de développement derrière pour arbitrer, pour effectivement montrer comment ça a été travaillé, pour avoir des bilans. Et alors, c'est aussi une ressource documentaire. Ça, c'est quand même intéressant aussi. C'est qu'on va pouvoir conserver aussi la trace finalement des différents équipements de la maison. En dehors du fait qu'on coche, si c'est rempli ou pas, si les fonctions sont bien remplies, on a aussi cette fonction de mémorisation de ce qui est dans la maison. Tout à fait, ouais, c'est vraiment un des objectifs aussi, de caractériser, de documenter la qualité. Et donc on peut imaginer tout à fait un usage qui serait en autocontrôle pour un professionnel ou pour simplement s'assurer que les bonnes pratiques sont en œuvre et pour s'assurer qu'aussi on a bien compilé les documents à attendre. Tout à fait. C'est un gros travail. Normalement, il devrait y avoir quelques dizaines ou centaines de personnes pour vous applaudir. Il y en a quand même quelques-unes dans la salle. On va vous applaudir, Pierre Oberlé, Stéphanie de Ruino. Merci beaucoup pour ces présentations. On va en venir à la première table ronde. Et Philippe Estingois, je vais vous poser des questions qui sont tombées sur le fil de discussion de notre webinaire. Une qui va peut-être vous intéresser. Est-ce que la méthode sereine sera intégrée dans le futur label qui sera mis en place dans le cadre de la RE 2020, réglementation énergétique? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Donc, puisque le label est encore en cours d'étude, cette méthode est un outil qui me semble être intéressant par rapport pour ce label. Bon, mais il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Il y aura des décisions qui seront prises par rapport à ça. L'objectif, quand on a travaillé sur ce projet, c'est qu'effectivement, on puisse l'utiliser de façon à ce qu'on valorise aussi. Donc, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif, effectivement, de progresser collectivement. Et puis, il y a aussi un objectif de valorisation de la performance des acteurs de la construction et puis une valorisation de la relation de confiance que cet outil va aider à conforter entre les constructeurs et puis les maîtres d'ouvrage. Stéphanie de Ruino, on a une question sur le coût très, très rapidement. Quel est le coût estimé de la mesure sur l'enveloppe en fonction du nombre de jours de mesure? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, c'est peut-être une question en plus qui risque d'être vite périmée parce qu'on aura peut-être d'autres façons de travailler sur la question du coût à travers la méthode sereine. Alors, la question du coût, évidemment, elle est récurrente. Première chose, d'abord, quand on a commencé à travailler sur ces sujets, on s'est posé la question de la viabilité en termes de coût. C'est-à-dire, effectivement, qu'on a mis ça en entrée comme contrainte d'arriver à un niveau de coût qui soit viable pour des applications, en particulier sur la maison individuelle. Donc, la référence aujourd'hui, c'est la mesure de perméabilité à l'air. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le coût d'une mesure enveloppe, c'est le coût d'une mesure de perméabilité à l'air. Ce n'est pas mon propos. Maintenant, il faut avoir en tête que la perméabilité à l'air, au départ, les premiers tests coûtaient beaucoup plus cher qu'ils ne coûtent aujourd'hui, parce qu'il y a un effet de montée en maturité, de massification, et de montée aussi, d'industrialisation aussi au niveau du matériel, qui a fait considérablement baisser le coût. Donc aujourd'hui, on est au début de la courbe. Donc de toute manière, toutes les informations qu'on pourrait vous donner sur les estimations de coûts qu'on a faites, elles vont de toute façon être rapidement obsolètes. Maintenant, très clairement, un élément important qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que, je l'ai précisé, mais pour préparer le test sur l'enveloppe, il faut préparer le bâtiment comme pour un test d'étanchéité à l'air. C'est-à-dire il faut obturer un certain nombre d'ouvertures, notamment. Et donc ça veut dire que si on enchaîne un test de mesure de perméabilité et le test de mesure d'isolation,
on mutualise ce temps de préparation qui fait le gros du coût en réalité sur la mesure d'étanchéité à l'air en particulier. Donc il y a des gros leviers aussi en imaginant les choses de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus packagée pour pouvoir réduire le coût et offrir des solutions qui soient viables d'un point de vue économique sur le terrain. Merci Stéphanie Deruino, Pierre-Robert Lay. Je vais appeler pour notre première table ronde Francis Tifano, qui est thermicien, qui appartient à Cercal, organisme certificateur qui porte la marque, merci beaucoup, la marque NF Habitat et la démarche HQE. Jade Deltour, chef de projet au CSTC, qui est le centre scientifique et technique de la construction. Et puis Émilie Dorion, qui nous a rejoint, qui est chef de projet prévention de la sinistralité et qualité de la construction à la DHUP, donc Habitat, la direction de l'habitat au ministère du Logement, qui va pouvoir intervenir également dans le cadre de cette table ronde. Alors, on a maintenant la possibilité d'évoquer ces questions avec le regard de la DHUP. Effectivement, Émilie Dorion, c'est intéressant, la méthode sereine. Quelle est un peu la vision de la DHUP? Quelles étaient les attentes finalement de ce travail qui, on l'a vu, est une grande synthèse de travaux scientifiques, d'opérations sur le terrain, de modélisation? Merci beaucoup de me recevoir. Je tiens quand même à dire que je remplace mon sous-directeur Emmanuel Accardi qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, il se trouve que je suis la chef de projet qui a suivi le programme Profil dans sa globalité et le projet Sereine aussi plus particulièrement. Donc personnellement, j'ai eu un suivi le plus assidu possible du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère a quand même beaucoup d'objectifs, parmi lesquels la massification de la rénovation, essayer de favoriser la rénovation globale et aussi d'avoir des travaux de qualité. Et il se trouve que le projet Sereine permet de répondre à ces trois objectifs-là, parce que cet outil permet de donner confiance aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et c'est aussi un outil qui est à la disposition des professionnels pour essayer de poursuivre la dynamique vers des travaux de plus en plus qualitatifs. C'est ça, effectivement, l'esprit. Alors, Jade Deltour, vous avez accompagné la démarche. Vous êtes le CSTC, donc vous êtes basé en Belgique, ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir un regard un peu distant sur ce qui se passe en France, d'autant plus que vous participez à des groupes européens sur les sujets de la performance énergétique. Oui, tout à fait. C'est un petit peu là l'horizon d'où vous venez. Vous avez participé à cette expérimentation avec un intérêt, parce que finalement, il se passe pas la même chose dans tous les pays européens. Comment ça se passe ailleurs? Qu'est-ce que vous observez dans les groupes de travail européens auxquels vous participez? Alors, en fait, j'ai l'impression, de mon point de vue, en fait, au niveau européen, on a un objectif commun qui est de mieux quantifier la performance réelle des bâtiments, la performance effective. Et puis après, ce que j'observe de mon point de vue, c'est que dans les pays voisins, tout le monde met en œuvre des moyens et des méthodes un peu différentes. En France, on le voit, il y a ce déploiement de la méthode de la mesure à réception, donc mesure qui permet de caractériser les performances intrinsèques du bâtiment, qui est une mesure ponctuelle et qui permet d'obtenir ce niveau thermique de l'isolation. Donc ça, c'est ce qui est fait en France. C'est un peu au niveau scientifique, tout le monde s'intéresse à ce genre de mesures, mais clairement la France se démarque au niveau de la maturité scientifique et aussi de la maturité du déploiement de la méthode sur terrain. Après, donc par exemple, si je compare avec nous, la Belgique, on n'est pas au même niveau de maturité, on est plus encore à un niveau expérimental de la méthode. Et puis après, si on regarde ce que peut faire, ce qu'on fait aux Pays-Bas ou en Angleterre, eux, ils vont plus travailler sur, je sais pas, mais déployer des méthodes qui vont exploiter les compteurs intelligents et tous les systèmes de capteurs qu'on va mettre de plus en plus, qu'on utilise de plus en plus dans les maisons. Et donc l'objectif, il est commun, c'est de ces données récoltées en déduire des indicateurs de performance réelle, mais ils n'ont pas les mêmes moyens qui sont mis en œuvre. Voilà. D'accord. En Angleterre, oui, c'est beaucoup sur les compteurs intelligents, on fait de la statistique avec la big data, quoi, c'est ça un peu l'idée? Oui, donc ils sont plus sur du machine learning pour analyser les données. Et alors, ils profitent... moi, j'ai l'impression qu'en fait, pourquoi ils ont plus
déployer ce genre de méthode chez eux, c'est qu'ils profitent de l'implémentation des compteurs intelligents qui a été imposée, suggérée par la Commission européenne. Si on regarde la carte au niveau de l'Europe de ce déploiement des compteurs intelligents, on voit que les Anglais, ils ont déjà des compteurs intelligents à la fois pour le comptage électrique, mais aussi pour le comptage du gaz. Et donc, et si on compare à nous, la Belgique, nous, on n'a rien du tout encore qui est déployé. Alors nous, on a très peu, en tout cas. Gaz, et en France, c'est plus le déploiement électrique est bien développé, moins les capteurs intelligents sur le gaz. Ouais. On a quand même du gaz, nous. C'est vrai qu'on entend toujours parler de compteur Linky parce que les gens ne le veulent pas, mais on a aussi Gaspard en France et ça a été très bien déployé et en silence. Et ça marche très bien pour les relevés de gaz. Alors c'est vrai que c'est intéressant, par contre, ça donne une vision a posteriori, c'est que c'est pas à réception du bâtiment, on constate un petit peu les dégâts. Et on a eu, ou les bonnes performances d'ailleurs. Émilie Dorion, on a eu une question tout à l'heure dans le fil de discussion concernant qu'est-ce qu'on fait quand on constate que c'est pas bon, que les résultats sont pas au rendez-vous. Comment on fait pour trouver les responsabilités et qui doit payer? Alors c'est pas vraiment la méthode sereine, mais c'est la question qu'on a eue sur le fil de discussion. Donc je ne vais pas répondre. Ah, vous êtes quand même responsable de la sinistralité quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je vous prends au vol, parce que la question est tombée et je pense que c'est quand même une question que beaucoup de personnes se posent. En fait, de ce que je sais, la performance énergétique est quand même quelque chose qui rentre de plus en plus dans la responsabilité décennale, notamment via la jurisprudence. Donc il y a en effet un risque que, une fois que la mesure est là et que donc le maître d'ouvrage peut dire vous m'aviez annoncé X et en fait j'ai Y, il y ait au moins un levier pour aller voir son maître d'œuvre et lui dire voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Maintenant, de là à dire que les données seront opposables, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Et je répète ce qui a été dit, c'est que l'objectif n'est pas non plus que les résultats des essais et les mesures soient opposables, en tout cas à court terme. L'objectif, c'est de trouver les raisons des écarts entre ce qui a été annoncé et ce qui a été réellement constaté, et d'en tirer des bonnes pratiques qui seront ensuite diffusées à toute la chaîne de valeur du secteur. C'est pas une question de montée en compétences, de précision des zones... Exactement, c'est vraiment ça là qui, en tout cas, à très court terme, l'objectif, enfin très court terme sur les prochaines années quand même. Maintenant, une fois que la méthode sera éprouvée, qu'elle permettra justement d'avoir cette analyse fine entre l'objectif et le résultat, il pourra y avoir une discussion sur l'opposabilité, qui ne sera pas forcément à l'initiative de la DHUP, peut-être, mais pas forcément. En tout cas, oui, ça sera une discussion qui pourra être vraiment portée à l'échelle du secteur. Voilà. Francis Tifano, ça c'est un peu votre sujet, la certification donc avec Sercal. Ça vous sert à quoi cette méthode sereine? Vous la voyez arriver avec quel œil? Bonjour à tous. Déjà, donc merci aux partenaires du programme Sereine et à la QC de nous recevoir ce matin. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport effectivement à ce Sereine? En tant qu'organisme certificateur, nous, depuis des années, on prône effectivement vers la qualité du logement. Donc, on va généralement au-delà des certifications. Donc, on voit aujourd'hui avec cette méthode Sereine qui sort, ça fait des années que j'ai entendu effectivement parler de la mesure de la performance énergétique. Aujourd'hui, on voit qu'on sort effectivement de ce superbe programme où on va mener ça au terrain. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a encore forcément des questions, mais le regard que j'ai, c'est que nous, en tant qu'organisme certificateur, on peut, dans un premier temps, vu effectivement qu'on va plus loin que la réglementation, c'est de manière volontaire, engager à aller vers cette expérimentation. Et aujourd'hui, juste pour info, Sercal a déjà implémenté, parce qu'on nous dit effectivement, on nous fait comprendre, et c'est clair qu'il fallait vers des exigences, non plus de moyens, mais de résultats. Donc on voit bien que par ce programme Sereine et par la mesure de l'enveloppe, eh bien, effectivement, c'est des choses qu'on peut expérimenter dans le cadre d'une certification volontaire, qui va effectivement vers la qualité du logement. Dans un premier temps, et c'est ce qu'on a déjà embarqué dans le cadre de notre référentiel applicable au 1er janvier 2022, c'est-à-dire une expérimentation sur l'enveloppe, et pourquoi pas aussi, parce qu'on a appris beaucoup de choses ce matin, notamment sur la partie système, on voit aussi que c'est un sujet
je dirais, pour la qualité des installations qui pourraient aussi être remarquées sur la certification. C'est très intéressant parce qu'on voit effectivement que dans certains bâtiments, l'utilisation des équipements n'est pas du tout celle qu'on avait prévue aussi. Ou alors il y a des choses qui ne sont pas connectées, ça arrive, mais il y a aussi des utilisateurs qui ne sont pas vraiment formés. Moi j'entends souvent parler dans des interviews que j'ai pu mener d'utilisateurs de bâtiments assez high-tech quand même qui mettent un an et demi à réussir à le contrôler finalement, à savoir comment il marche dans de bonnes conditions. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, si on regarde bien, on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend RE 2020, on est en train de réglementer la partie sur les contrôles de ventilation en réception. On voit bien que là, avec le programme Sereine, effectivement, qu'on a une méthode système. Donc on voit bien que tout ce travail-là, qui est relativement très important, et félicitations à toute l'équipe, c'est clair que ça peut être embarqué effectivement en réception, pour la qualité effectivement des installations qui sont livrées, et aussi pour l'occupant final, parce que qui c'est qui va s'y retrouver in fine, c'est l'occupant final. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très important, c'est-à-dire de livrer des opérations, effectivement, qui marchent, qui fonctionnent correctement. Et ça peut intégrer vos référentiels de certification, certaines parties de Sereine ou la méthode en elle-même? Tout à fait. Et la réflexion, donc on l'a déjà engagée sur la partie enveloppe, parce que c'était aujourd'hui ce qui était plus mûr et ce qui a avancé très vite, et félicitations encore. Oui, c'est des choses alors, de manière expérimentale dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la question, pour moi, elle est plus large. C'est-à-dire que, Émilie l'a dit tout à l'heure, l'opposabilité, c'est une vaste question. C'est vrai que on voit que dans les labels, c'est des choses qui pourraient être portées dans les labels. On peut l'expérimenter en certification. Et puis, il faut peut-être se poser une question plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait le parallèle avec la mesure de perméabilité à l'air, aujourd'hui, on a une norme sur le sujet. C'est bien encadré, un guide d'application. Donc oui, effectivement, c'est une mesure d'enveloppe. Est-ce qu'il faudra aller vers une normalisation par rapport à tout ce protocole? Il y a un sujet aussi qui est important, qui devra être embarqué et sur lequel on devra répondre. Le terrain, on devra apporter une réponse au terrain. C'est bien d'avoir un indicateur. On voit, ça a été parlé tout à l'heure, un indicateur d'enveloppe qui peut être fait et réalisé à conception, qui peut être comparé par une mesure à réception. On voit bien qu'il y a des sujets, qui arriveront, incertitude sur la partie conception au niveau des bureaux d'études, l'incertitude de mesure, vous en avez parlé, à réception, donc on voit bien qu'on peut comparer les deux, puis au bout, on voit bien opposabilité, si c'est pas bon, etc. Donc tout ça, on voit qu'on est dans une phase où on va amener ça sur le terrain, et c'est l'objet de la deuxième table ronde, mais on voit que ce sujet-là arrive très vite, et on est passé, je dirais, à une nouvelle échelle. Maintenant, il faut l'amener sur le terrain. Et je pense que c'est très bien. La question de la norme, Jade Deltour, c'est typiquement les sujets de groupe de travail au niveau européen. C'est souvent d'ailleurs aussi l'Europe qui intervient sur la question des normes. Est-ce que ce sont des sujets qui sont discutés d'ailleurs dans les groupes de travail auxquels vous participez? Normer les choses un peu mieux? Évidemment. Je suis moi-même impliquée dans un groupe de travail sur la normalisation de la mesure la mesure énergétique de l'enveloppe. Mais à ce stade, au jour d'aujourd'hui, il est question de normaliser la méthode qui dure encore 21 jours. Donc on ne parle pas encore de normaliser les méthodes telles qu'on parle ici dans le projet Sereine. Mais c'est un objectif dont on discute, mais une chose à la fois. Ouais. Philippe Estinbois, vous l'avez bien dit, vous, c'est pas forcément la question de la norme, c'est la question de la montée en compétence et de la mesure avec quelque chose d'assez portable, d'assez mobile, d'assez mobilisable sur le terrain, avec des conditions qui ne soient pas sur 21 jours. On l'a évoqué dès le départ. Tout à fait, donc je complète par rapport à ce sujet de normalisation. Donc l'idée du travail, c'est bien de formaliser très précisément une méthode avec des outils, et donc globalement, au final, donc avec le travail sur l'enveloppe qui est piloté donc par le CSTB, on peut imaginer qu'on aura un ensemble d'informations, de connaissances qui permettront de créer une norme, donc et qui sera une référence normative tout à fait remarquable. Donc on peut imaginer qu'il y a un travail d'abord au niveau français, c'est pas interdit de faire ce type de normalisation au niveau français, et puis le proposer au niveau européen. Je confirme que c'est compliqué de mettre en place une norme, ça nécessite des débats entre tous les acteurs. Tous les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts,
Donc ça rend le débat assez compliqué. Mais en l'occurrence... vous n'avez pas fait un euphémisme là, tout de suite là. Ah, mais j'en fais beaucoup. Mais en l'occurrence, donc le travail là, que nous faisons, hein, qui pour nous sera une référence dans le dialogue avec les sujets de normalisation au niveau européen. Donc il est important de le faire donc, dans un partage, et c'est ce qui se passe. Hein. Donc là, on voit les acteurs opérationnels, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a dans le cadre de Profil un comité de pilotage, il y a un comité scientifique et technique spécifique à Seren, donc dans le cadre duquel donc l'ensemble des acteurs de la construction donc sont impliqués. Donc au-delà du travail fait, il y a aussi une adhésion de l'ensemble des acteurs de la construction qui peut faire que ça devienne une référence. Oui, c'est très important. C'est vrai qu'il faut quand même qu'on gagne un peu en qualité, si on conserve la confiance aussi des personnes qui achètent ces constructions ou ces rénovations. On a une question qui est très importante aussi, Philippe Astingois. Qui peut mettre en œuvre la méthode aujourd'hui? On va parler du déploiement tout à l'heure, mais à qui s'adresser pour réaliser les mesures? Aujourd'hui, pour mettre en œuvre la méthode, donc, il y a un certain nombre de mesureurs qui ont été formés. Alors, je ne me souviens plus quel nombre, ça doit être une quarantaine donc, de mesureurs qui ont été formés. Donc, spécifiquement à cette méthode, à toutes les contraintes qui sont liées donc, à la mise en place des outils de mesure sur le terrain, sur les protocoles donc, à mettre en place, sur les études et puis donc, l'analyse des données qui est fait après. Donc, des mesureurs ont été formés de façon à ce qu'on ait effectivement bien la garantie du respect du processus, et on va en former d'autres pour justement faire un petit peu plus de mesures dans les enjeux de formation. Donc il y a un enjeu de formation, oui. Alors c'est pas si compliqué que ça. Hein. Les personnes qui font ça, ce sont des personnes qui sont déjà donc des mesureurs, qui sont déjà formés au respect d'un certain nombre de protocoles. Donc il faut qu'ils apprennent ce protocole-là, ça ne prend pas des jours. Et puis après ça, donc on sait qu'ils l'appliqueront sur le terrain. Alors qui peut faire mesurer donc une construction? Donc je confirme hein, que on fait un appel à des propriétaires volontaires donc qui veulent faire cette mesure-là. Et puis donc il y a des équipes hein, sur tout le territoire national donc qui pourront être mobilisées. Alors, sur la question de la formation, vous y êtes sensible, Émilie Dorion. On sait que l'État est pour la massification, qu'il faut aussi quand même de la qualité sur les travaux sur la thermique des bâtiments. Comment vous voyez cette question de la formation dans les temps qui viennent? Bien. Ouais, c'est-à-dire qu'il va falloir former comment? Vous savez comment vous y prendre? Est-ce qu'il y a déjà des plans un peu à l'œuvre? Même si on a le droit d'être optimiste aussi. Hein, sur la formation en général, il y a en effet des choses qui sont déjà en place. Il y a des programmes qui sont là pour la formation initiale, la formation continue. Après, spécifiquement sur la méthode, je pense que c'est pas nous qui prendrons ça en charge. En tout cas, pas aujourd'hui, peut-être plus tard, si jamais en effet ça devient réglementaire. Pour les encouragements, je veux dire. Ouais. Mais à court terme, on va laisser l'équipe déjà en place s'occuper de ça. Je pense que ce sont les plus appropriés, les plus à même de le faire bien. En revanche, c'est sûr qu'on insistera sur le fait que si la méthode veut vraiment être efficace, il faut qu'elle soit en effet portée par des gens qui soient bien formés et qui savent du coup de quoi ils parlent et qui ont aussi un peu l'aspect pédagogique nécessaire quand on parle des maîtres d'ouvrage qui sont particuliers, qui ne sont pas du tout professionnels, qui ne sont pas du tout affûtés sur le vocabulaire. Vraiment, l'aspect pédagogique est primordial. Francis Stifano, il y a une question dans le fil de discussion qui demande si j'ai bien compris, la méthode sera-t-elle intégrée dans la certification CERCAL, et si oui, quand? C'est peut-être un peu rapide. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau déjà de la partie Seren enveloppe, c'est déjà des choses qui ont été implémentées dans le cadre du référentiel sur la partie habitat 9, en maison individuelle. Donc dès 1er janvier 2022, en tout cas expérimental, on va réfléchir effectivement dans les évolutions à venir sur les mises à jour sur la partie rénovation, bien évidemment en maison individuelle. Et puis le gros sujet de la suite de ce programme Seren, on voit bien, on ne s'arrête pas à la maison individuelle, allons jusqu'au collectif. Je vous pousse un petit peu, mais on voit bien que ce sujet-là, il va arriver.
beaucoup de questions, hein, effectivement, sur le collectif. Et on avait une question tout à l'heure que j'ai pas reprise, c'était est-ce que la méthode Sereine, c'est uniquement la maison individuelle? Mais bon, on a eu la réponse tout à l'heure avec Pierre Oberlé. C'est effectivement la première étape et on va avoir des rebonds de ce travail sur tous les domaines du bâtiment. Hein. C'est un petit peu ce qui est recherché. Alors, Jette Deltour, on va conclure peut-être cette table ronde avec vous parce que, alors, on a une remarque, vous allez me dire déjà si vous êtes d'accord avec ça, on faisait un petit peu de comparaison européenne. La méthode anglaise est d'origine historique, hein, depuis toujours, les années 70, ils ont eu de l'avance sur l'électronique et le numérique dans le bâtiment. Vous confirmez ça? C'est vrai qu'on a des approches un peu différentes, on l'évoquait tout à l'heure. Quelqu'un nous dit que c'est culturel en Angleterre. On a toujours eu beaucoup d'équipements sur les bâtiments. Vous en savez quelque chose? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on ne parle pas de la même méthode. Alors ici, je pense que la méthode mentionnée dans le fil de discussion, c'est la méthode connue sous le nom de co-heating. Et en effet, elle a été développée il y a... Bon, je ne savais pas que c'était les années 70, je n'étais pas encore née, mais il y a longtemps. Mais par contre, la méthode dont moi j'ai parlé, qui se base sur les compteurs intelligents, c'est plus récent, forcément. C'est plus récent, ça sort d'un projet qui s'appelle Smeter, et les résultats ont été publiés ici en 2021. Donc c'est pas encore quelque chose qui est connu du grand public, c'est encore quelque chose qui vient de sortir, on va dire, de différents projets de recherche. Vous avez eu quel intérêt à accompagner ce projet alors? Ici, le projet... Qu'est-ce que ça vous a appris en comparaison des autres projets que vous accompagnez ou d'autres sujets au niveau européen? Très bonne question. Mais c'était un challenge pour moi de challenger des équipes qui travaillent sur le même sujet que moi. Et surtout, en fait, de challenger sur des questions techniques auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Donc, ça a été une question de, finalement, quand on travaille dans la recherche, souvent, quand on ouvre une porte, on ouvre une porte vers 1000 autres portes. Et il faut savoir, en fait, prendre les bons chemins pour ne pas se perdre. Et donc, pour moi, le challenge, ça a été, OK, il y a plein de pistes d'amélioration pour rendre cette mesure fiable et applicable sur le terrain. Et finalement, il faut aider les équipes à se poser les bonnes questions. Donc voilà, pour moi, c'était une mission très agréable parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aide à poser les questions, mais je ne dois pas trouver les réponses. Ouais. Donc, il y a quand même un aspect important, c'est quand même donner confiance en la mesure. Ça, c'est un point très important parce que les scientifiques sont dans le doute souvent. Donc, ils disent on pourrait faire ça, mais on obtient ça. Mais voilà, si on creuse un peu plus, vous l'avez dit, hein, on ouvre plusieurs portes quand on découvre d'autres portes derrière celle qui vient d'être ouverte. Donc, ça crée un petit niveau d'incertitude ou d'incompréhension des fois de personnes qui sont opérationnelles et qui veulent quelque chose de solide, de robuste sur lequel s'appuyer. Donner confiance en la mesure, c'est un point très important. Oui, et donc, selon moi, c'est un point de vue personnel, mais pour pouvoir donner confiance à la mesure à des gens de terrain, il faut que nous-mêmes, on soit convaincus. Et donc, il y a un gros travail sur l'incertitude de la méthode qui a été fait ensemble avec l'AQC et les équipes. Et c'est grâce à ce travail que, justement, on a pu nous-mêmes avoir de plus en plus confiance dans le résultat qu'on donne. Et donc après, moi ce que je dis, le terrain doit savoir qu'il y a une certaine incertitude sur le résultat. Mais comme on a une incertitude sur les résultats d'étanchéité à l'air, et jamais personne ne demande, quand on reçoit un résultat d'étanchéité à l'air, oui, mais l'incertitude est de combien autour de ça? Je pense que les gens l'acceptent parce que petit à petit, il y a ce travail qui a été fait par les scientifiques pour montrer que le résultat, il était fiable et reproductible. Et puis à un moment donné, il y aura le juge de paix. De toute façon, c'est les consommations. Hein. De toute façon, à la fin des fins, sur plusieurs années, même si c'est un peu trop tard par rapport à la réception, on aura les consommations. Philippe Estingois. Ce ne sera pas un juge de paix. Non, c'est vrai qu'à cause des utilisateurs, c'est ça. Alors, d'abord, je reviens sur l'incertitude. Hein. C'est normal que les scientifiques, et heureusement, donc qui vivent dans l'incertitude, et tout leur job et toute la qualité de leur travail, c'est justement cette gestion et cette optimisation de l'incertitude. Donc celui qui vient en disant je sais tout, c'est vraiment pas un bon scientifique, manifestement. Donc il y a modestie un petit peu. Ouais. C'est un peu Benoît, hein, ce que je vous raconte, mais c'est fondamental. Donc notre sujet, c'était bien gérer l'incertitude. Et pourquoi on a fait le choix de gérer l'incertitude de cette façon-là?
Parce que donc, quand on fait donc, simplement une vérification au travers de la consommation énergétique, là on a des informations d'incertitude qui sont colossales. Hein, l'incertitude liée, conditions d'emploi, c'est ça, de la maison, liée au comportement des personnes, donc il est énorme. Donc il y a des études universitaires qui ont été faites là-dessus, donc qui mettent en exergue donc des écarts au mètre carré de plus de 50 kWh. Quand on a un objectif donc à moins de 50 kWh, quand on a un décalage de plus de 50 kWh, ça pose une petite difficulté. Donc on est à plus de 100% d'incertitude, on est à 150% d'incertitude, et donc là ça remet en place donc l'incertitude à laquelle on est arrivé dans le cadre de Seren, donc qui est limitée, comme Stéphanie de Runeau a pu le dire, donc en fonction des situations entre 15 et 30%. Ce qui est un progrès colossal.